Ce matin, j'ai pris le temps de raconter l'histoire de la ferme à Jules qui voudrait s'installer avec nous. Lina et Manon sont venus et il a eu un bon aperçu de notre parcours. Là, Manon a eu une alerte sur le méthaniseur. C'est parfait pour démarrer la visite. On va lui montrer comment tout ça fonctionne. After 2050, le podcast. Saison 1, Épisode 2. La ferme des Robins. Polyculture élevage en 2050. Bonjour à tous, au programme de votre émission cet après-midi, le journal. On reviendra sur l'actualité de ce 15 avril 2050, la météo et puis le sport avec... Bon, tu vas voir, c'est pas loin, hein. C'est à 4 km d'ici. Donc là, en sortant de chez moi, on passe devant la maison de Manon. Lina, elle vit pas sur le site. Non, moi je suis à 3-4 km. Voilà. Là, ici, on a nos silos. Donc là, on sort de la cour de la ferme. Tiens, d'ailleurs, regarde, là, tu vois le bâtiment d'élevage qui est sur la gauche. On l'a refait pour qu'il soit bien adapté aux fortes chaleurs. On a les génisses, les bovins laits et les mères qui sont là. Les bovins viande, eux, tu verras, ils sont plus loin, dans les prés. Et on a aussi quelques veaux qui sont là, qui sont en attente de partir. Tiens, alors là, tu vois, c'est le tout nouveau bâtiment bovin qu'on a refait avec la toiture photovoltaïque, évidemment. Et l'autre bâtiment que tu vois juste derrière, là, c'est le hangar pour le matériel. Principalement celui de Lina pour les cultures. Donc là, tu vois, il y a les 2 tracteurs, le matériel de semis. Mais je pensais que vous étiez en Cuma, moi. Ah oui, on est en Cuma, mais nous, ce qui est compliqué, c'est qu'on a un parc matériel assez important. Donc il y a une partie en Cuma, mais il nous faut la partie fenaison, et puis il y a une partie aussi pour les grandes cultures. Enfin, tu verras ça après avec elle. Et puis là, il y a d'autres matériels. Et là, autour de la ferme, il y a 80 hectares qui sont en grande culture. Ouais, sur cette surface, c'est principalement moi qui opère. Oh, c'est génial. Mais bon, je dis ça comme ça, il y aurait de la place pour un atelier de boulangerie Mais ou... oui. On a des bâtiments de libre. Heureusement, parce qu'il n'y a plus de foncier disponible, hein. Ici, on est en zéro artificialisation supplémentaire, donc il faut forcément construire sur du terrain déjà bâti. Il te faudrait quoi comme surface ? Je sais pas encore, bon, c'est pas gigantesque, hein. Il faut que ce soit propre, pour les normes alimentaires. Évidemment. Il faut un four électrique, donc il faudrait peut-être renforcer la puissance. Il faudrait aussi que ce soit extensible, hein, si je veux diversifier les productions un jour, mais... Alors, avec mon projet, en principe, je prends tous les travaux en charge, hein. J'aurai un soutien du fonds d'investissement, ça c'est ok. Voilà le site de méthanisation. C'est la zone la plus accessible pour que tous les agriculteurs puissent apporter leur matière. On a aussi choisi l'emplacement pour éviter que les camions traversent les villages. Donc, à droite de l'entrée, il y a les 4 silos où les agriculteurs apportent leur matière. Nous, on apporte aussi une partie du fumier qui est stocké sur le site. Du coup, j'imagine que là, juste là, c'est le digesteur, c'est ça ? C'est ça, le dôme derrière, c'est le digesteur. Bon, derrière la cuve avec cette bâche de couverture, c'est là qu'on stocke le digestat, utilisé pour fertiliser les hectares des fameuses 12 fermes qui sont impliquées dans le projet. Bon, le matériel d'épandage est stocké ici. Voilà la salle de contrôle. Enfin, on a simplement un écran de contrôle. On reçoit des alertes sur nos téléphones, contrôle de la qualité du gaz, de l'injection, du niveau des cuves. Bon, la hantise, c'est une cuve qui déborde. Ici, on est dans un environnement fragile. Ça nous est arrivé une fois d'avoir un débordement de digestat suite à une petite panne de pompe. Bon, c'est resté dans la zone de rétention créée justement pour prévenir ce risque. Et c'était quoi l'alarme de tout à l'heure ? Une pompe en panne, justement. Bon, je démarre celle de secours. Le technicien viendra la réparer demain. Voilà. Tu vois, j'acquitte l'alarme. Incident terminé. Consigné dans le registre. C'est bon, on peut repartir. Et c'est tout ? Ouais, tu vois, Manon, c'est la plus tech d'entre nous. Oui, c'est pas de la haute technologie non plus, hein. Le méthaniseur, finalement, c'est pas si compliqué. Les tracteurs hybrides électriques et gaz, ce sont des technologies du XXe siècle, hein.
Après, je fais une petite parenthèse, mais du coup, vous vous servez à la fois des engins électriques et à la fois de ceux à gaz ? Pour faire de la route, on est sur l'électrique. Pour des travaux lourds, on passe sur le moteur thermique. On se fait livrer la cuve de biométhane depuis la station GNV d'Argenton et de Leblanc, une fois par mois. Des cuves à 200 bars de pression. Ok, on a arrêté le labour, on consomme moins. On n'épand plus d'engrais minéraux ni de pesticides, mais on épand du digesta. Il faut aussi semer les couverts, les récolter. Alors voilà, le tracteur, il sort régulièrement. Hein. Et même mon frère, il s'y est mis à la tech. C'est vrai que moi j'ai beaucoup d'applications qui m'aident au quotidien pour l'élevage. Sur les mises bas, les temps de rumination, elles me permettent de suivre la santé du troupeau. Mais bon, rien ne remplace le contact direct et le visuel. Tiens, Lina par exemple, elle a le guidage RTK sur son tracteur, Ouais. Un peu comme tout le monde. Et elle utilise des applications pour piloter la fertilisation. C'est beaucoup de l'observation et des profils de sol qu'elle fait régulièrement. Et au début, figure-toi qu'on était pas mal équipés en capteurs, et puis petit à petit, Lina, tu m'arrêtes si je me trompe, mais Lina, elle s'est rendue compte qu'elle connaissait bien le terrain et qu'elle avait pas besoin de tous ces outils complémentaires pour piloter. Ouais, ça aide bien au début quand même. Hein. Pour la lutte biologique par exemple, pour pas se tromper sur l'identification des insectes et des plantes, ça c'est important. Et l'application, c'est une chose. L'autre, c'est la communauté des utilisateurs qu'il y a autour. Parce qu'on échange entre nous, on est prévenu de l'arrivée des ravageurs, on partage nos expériences. Ça, c'est super, ça. Ouais, c'est vrai. Moi, par exemple, j'étais parti sur un projet robot de traite pour m'enlever ça de la charge journalière sur mon petit troupeau de vaches laitières. Finalement, j'en suis un peu revenu du robot. Parce que y a des maladies que j'aurais pu détecter plus tôt, en ayant un contact direct avec les animaux. Et puis vu que j'ai pas beaucoup d'animaux, la contrainte de la traite, elle est pas si importante que ça. Et puis surtout, ça me permet d'avoir un œil vraiment direct sur le contrôle sanitaire de mes animaux, et finalement, je l'ai abandonné, le robot. Mais j'imagine qu'il y a quand même eu des maladies sur le troupeau. Ah oui, bien sûr. Mais j'ai l'impression que j'en ai eu quand même un peu moins que les autres. Notre chargement est limité, et moi je les observe de près. Je connais leurs réactions, et je vois assez vite quand ça va mal. Nous, en fait, on a toujours été plus dans le préventif que dans le curatif. Alors ça a été difficile à mettre en place, mais maintenant, je crois qu'on a trouvé une solution qui nous va bien. Et alors là, on est dans un groupe d'éleveurs, on a une mini-coopérative, on met en commun des vétérinaires qui nous suivent, d'ailleurs tu l'as croisé tout à l'heure, et qui travaillent aussi sur l'alimentation des bêtes. Donc on a appris au fur et à mesure du temps à construire quelque chose d'assez robuste et à anticiper les crises. Oui, mais enfin, tu enregistres tout sur ton appli quand même. Hein. C'est difficile de garder la bonne distance avec la tech. On s'épargne de la charge mentale d'un côté, on en retrouve de l'autre. On passe d'une dépendance à une autre. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Ouais, après la tech, c'est pas obligé non plus. Tiens, regarde Jules, là à droite, tu peux voir notre principale zone de prairies naturelles. Et alors ici, on est sur une zone à haute valeur naturelle. On maintient des prairies, et il y a une partie des broutards et des jeunes bovins qui sont là. Bon là, il fait chaud aujourd'hui, donc ils sont un peu à l'abri dans les haies. Tiens, là-bas, voilà. Mais c'est la zone sur laquelle on va faire à la fois du pâturage un peu libre, et puis du pâturage un peu plus dense. Et du coup, les parcelles qui sont à droite, c'est quoi ? Alors ça c'est celle où on fait aussi de la fauche et de l'ensilage. Aujourd'hui, tu vois, il y a la moitié du troupeau qui est là, près de la ferme. Et puis là-bas, l'autre partie du troupeau, c'est plutôt les viandes. Donc tu vois, les mères, là, elles sont plutôt proches de la ferme pour pouvoir les traire matin et soir. Et on a de la chance quand même, les 160 hectares sont vraiment regroupés. Et ça, c'est vraiment un avantage. Et puis on a aussi une zone de prairie naturelle qui est traversée quand même par 2 ruisseaux qui sont protégés. Donc là, tu peux voir quand même qu'on a un beau maillage de haies qui est cohérent avec le projet régional d'une trame verte et bleue. Et ça apporte une cohérence écologique autour de l'eau et de la biodiversité. On fait complètement partie de ce maillage avec toutes les autres fermes du coin. J'ai pas bien compris comment vous arrivez à vous en sortir en fait. Tu peux me réexpliquer la stratégie fourragère que vous avez adoptée ? La base, c'est nos 50 hectares de prairies permanentes. Ça, c'est suffisant pour nourrir le troupeau en année normale. Avant, en plus des prairies permanentes, on avait aussi 50 hectares de maïs en silage et de prairies temporaires. Des graminées, surtout du régras. Et maintenant, on n'a plus que 25 hectares de prairies temporaires. Quasiment que des légumineuses, luzerne, trèfle, sainfoin. Et on essaie de garder la diversification. Parce que pour la stratégie fourragère, en fait, avant, du temps de mon père, on constituait des stocks d'ensilage pour l'hiver. Désormais, il en faut aussi pour l'été. Alors, mieux vaut perdre de l'ensilage que risquer la pénurie en cas de canicule. Donc il faut gérer les stocks de fourrage. On a de l'herbe de fauche sur les prairies permanentes et de la luzerne sur les terres arables.
Alors, les bonnes années, évidemment, on fait de la fauche pour reconstituer les stocks. Les mauvaises années, on utilise la luzerne et les stocks. Mais parfois, ils ont perdu de leur appétence, donc les vaches, elles l'aiment pas trop. Donc, les vieux stocks, ils passent en méthanisation. Et comme ça, tout est valorisé. Il n'y a pas de perte, en fait. Et en cas de grosse pénurie, on a toujours la possibilité d'utiliser de la paille, comme autrefois. Mais alors du coup, les jersiaises, pourquoi t'as fait ce choix ? Parce que l'objectif, c'était de remettre de la production de lait sur le territoire. Et chez nous, l'élevage laitier avait disparu depuis longtemps. Alors le choix s'est porté sur les jersiaises, parce que ce sont des laitières qui fournissent aussi une viande de qualité. Ah non, mais ça n'a rien à voir avec la Holstein de réforme. Ah mais regardez, là on est suivi par un drone. Eh ouais, c'est moi qui le pilote. C'est mon drone inspecteur. Là, il part faire son petit tour quotidien des cultures. Ouais, à part ça, Lina n'est pas tech. Hein. Non. Donc en fait, si je comprends bien, il y a de la fauche et de la pâture sur les prairies permanentes. Oui, revenez à vos moutons. Ah tiens, justement, les moutons, il faudra qu'on en parle aussi. Mais alors donc c'est ça, voilà. Ce que je disais, c'est que il y a de la fauche et de la pâture sur les prairies permanentes et des légumineuses fourragères en rotation sur les terres arables, hein, c'est ça ? Oui. Tout ça sert à nourrir les ruminants en priorité, c'est ce que tu m'expliquais. Vous faites des stocks et les surplus partent à la méthanisation. Exact. Avec Manon, voilà. Mais vous n'avez pas besoin d'autant de luzerne du coup, si ? Ah bah si, la luzerne, c'est d'abord une bonne tête de rotation, hein. C'est aussi l'intérêt. Elle a un effet nettoyant sur les parcelles, elle limite l'enherbement, elle fournit de l'azote, de la matière organique, avec une charge de travail très modérée parce qu'elle reste en place plusieurs années. Donc rien à voir avec une grande culture classique. En plus, elle est peu sensible aux maladies, donc c'est pas juste de la matière fourragère, c'est aussi et d'abord un service écosystémique si tu veux. Généralement, la première coupe part dans le méthaniseur, la seconde nourrit le bétail, et si on en a une troisième, on constitue des stocks de sécurité. Si le rendement est trop faible, on broie et on laisse sur place. Ça fait juste de l'engrais vert. Sur une partie de l'assolement, une trentaine d'hectares, aujourd'hui on teste le semis sous couvert permanent de luzerne. On garde la luzerne pendant 2-3 ans, on a supprimé le labour, et on fait la même rotation que sur le reste. Aujourd'hui, on sait faire ça sur les meilleures terres. Après, sur les autres 50 hectares, on peut pas se passer d'un désherbage mécanique et d'un travail du sol superficiel quand même. Ouais, et puis sans la luzerne, on n'aurait pas pu se passer des tourteaux de soja. Il nous fallait des protéines. Bon, on avait déjà commencé, mais quand Lina est arrivée, là on a carrément changé d'échelle et on a vraiment mis en place un système de grande culture bio qui reposait sur une tête de rotation à base de luzerne. Et puis ensuite, je lui ai complètement laissé la main sur les rotations. Sur les rotations, sur les mélanges des cultures, sur les manières d'implanter les cultures, sur les associations culturales. Par exemple, on a des parcelles en blé-pois qui sont vraiment intéressantes. On a de la féverole en interculture. Et puis, on a aussi essayé de limiter le travail du sol. Ça, c'est un vrai challenge en agriculture biologique. Mais on a quand même réussi à supprimer le labour. Ça, c'est une vraie victoire. Pendant quelques années, en fait, avant même de passer en bio, on avait beaucoup réduit les herbicides. Mais aussi pour des raisons économiques, faut être honnête. Mais du coup, on s'est retrouvé avec des terres qui étaient quand même un peu sales. Et quand Lina est arrivée pour piloter le passage en bio, ça n'a pas été évident. Avec mon père d'abord, et puis avec les voisins aussi. Ouais, il fallait me faire confiance, mais c'est vrai que c'était pas gagné, quoi. Il y avait que Corentin qui y croyait vraiment, et encore. Bon, de toute façon, vous étiez arrivé au bout d'un système. Hein. Il fallait soit aller de l'avant, soit revenir en arrière. Exactement, et donc on a décidé d'avancer, évidemment. Donc on a tout remis à plat. Au fur et à mesure des années, on a réussi à gérer le salissement, et puis on a pu mettre en place des systèmes qui se rapprochent du semis direct, mais sans en être vraiment. Des choses assez intéressantes qui permettent d'avoir un sol le moins perturbé possible, tu vois, puis plus riche en matière organique et en biodiversité. Ça, c'est des techniques de strip-till, ce genre de choses. À la fin, on a réussi à vraiment structurer quelque chose d'assez stable, mais avec des marges de manœuvre. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, s'il y a une culture qui démarre très mal pour une question de choc climatique, par exemple, on peut assez facilement changer le fusil d'épaule et ressemer quelque chose quelques mois après sans avoir perdu une année complète. Ouais, tu vois, Jules, Lina, elle a pas mal développé cette agilité dans la manière de gérer les grandes cultures et les couverts. Une fois que tout ça a été mis en place, moi je suis allé voir Lina pour lui dire que ma sœur voulait s'installer pour porter un projet méta.
Et ce serait mentir de dire que j'ai sauté de joie. Voilà, voilà. Là, ça a été à moi de faire mes preuves, surtout face à Lina, qui était plus que sceptique. Ouais, au début, oui, mais on a travaillé sur la question des couverts végétaux, et puis on a développé des couverts avec des espèces mellifères, des espèces diversifiées. En fait, avant, le problème pour moi, c'est que ces couverts avaient certes un intérêt agronomique, mais peu d'intérêt économique direct finalement. C'était une charge de travail conséquente, mais avec des résultats pas toujours visibles. Alors qu'avec la méta, on avait aussi un intérêt économique pour ces couverts. Et pareil pour la luzerne. Comme tu l'as vu, Jules, on en a plus qu'il n'en faut pour nourrir les troupeaux. On aurait pu se contenter de faire des engrais verts avec le surplus. Mais bon, quoi qu'il en soit, il faut quand même sortir la luzerne du champ, donc. Et pas seulement pour les couverts et la luzerne, hein. Pour les bandes enherbées, pareil. La bonne pratique, c'est de les faucher en fin de cycle de végétation, puisque leur fonction, c'est de piéger les nutriments. Donc, on récolte l'herbe sur les bandes enherbées et on les envoie en méta. Exactement. La valorisation en méta, c'est ce qui a vraiment débloqué la situation pour plein de bonnes pratiques agronomiques, en fait. Psychologiquement, c'est important parce que il y a plus de surface jugée improductive, tout peut être valorisé. Pour les agriculteurs à qui on a inculqué l'idée que ce sont avant tout des producteurs, c'est vraiment un verrou qui saute. Ouais, je confirme. Et du coup, on s'est mis à développer les infrastructures agroécologiques tous azimuts à cette époque. Déjà pour la bio, parce qu'il nous fallait des auxiliaires pour lutter contre les ravageurs de culture plutôt que des insecticides. Ensuite, pour le bien-être des animaux, pour que les vaches, quand elles sont dehors, puissent se mettre à l'ombre. On a développé les haies, les bandes enherbées, riches en biodiversité. Et ça nous a obligés à réduire la taille des parcelles parce que à un moment, si on veut mettre plus de haies, faut réduire les superficies. Et pour la biodiversité, faut un maillage serré d'infrastructures agroécologiques. Oui, enfin serré, pas trop quand même. Hein. À la base, on produit quand même. Non, mais parce que des fois, on aurait tendance à l'oublier. Mais on produit un max. On produit à la fois des grains et des services écosystémiques. On est même payé pour ça. Ouais, je sais, mais bon, juste, faut que ça reste raisonnable. Tu dis ça, Corentin, parce que tu crains le projet de rewilding. Mais non, pas du tout. Je dis juste qu'il faut garder le sens des proportions. Alors, quel projet de rewilding, juste ? C'est un projet de renaturation sur 300 hectares, avec réintroduction de faune sauvage, des bisons et des Highland cattle, juste à côté. Je suis à fond pour. Moi aussi, mais c'est juste qu'il faudrait pas que ça devienne un parc d'attractions, quoi. Je suis pas loin d'être d'accord avec Corentin. Et cette fondation derrière le projet, je sais pas trop qui c'est, quoi. Et puis on va pas parler du loup, hein ? Bon, d'accord. Évitons les sujets qui fâchent. Ouais. Allez, on descend. J'emmène Jules voir le bâtiment d'élevage. Ah, mais tu as des robots ? Ah bah oui. Dans la stabulation pour les bovins, il y a un robot d'alimentation. Tiens, d'ailleurs, tu fais gaffe parce que là, il est en train de passer. Ah oui. Et puis ensuite, il y a un robot de paillage. Alors, c'est un repaillage automatique en fonction de l'état du sol. Et puis, il y a aussi un système intelligent d'évacuation du fumier. Parce que, on veille tout simplement à avoir une litière propre. Non, mais en vrai, c'est vraiment propre, hein, tu as raison. Ah, mais ça vaut mieux. Ça vaut mieux parce qu'on a des normes d'émissions d'ammoniac à respecter, des normes de bien-être animal. C'est un bâtiment climatique, donc en fait il est conçu pour résister à la canicule. On gère la ventilation, l'hygrométrie, on contrôle évidemment l'ITH. Alors, juste l'ITH, tu peux me rappeler ce que c'est ? ITH, c'est index température humidité. D'accord. Voilà, et quand ça dépasse le seuil d'alerte, on intervient. Et tout le système fonctionne grâce aux panneaux solaires sur la toiture. Alors, je viens de voir à l'instant, là, le foin, il a l'air vraiment appétissant pour le coup. Ça c'est grâce à notre séchoir à fourrage. Tiens, viens, on y va. Voilà. Donc ça, c'est le bâtiment de séchage en grange du fourrage. On récolte de l'herbe sur les prairies permanentes, on sèche la première coupe, et on sèche aussi de la luzerne, et tout est entièrement piloté. On contrôle l'humidité du foin, et quand c'est suffisamment sec, ça s'arrête automatiquement. Ouais, c'est un gros investissement, non ? Ça fait partie de ce qui nous a permis de nous en sortir, en fait. Quand je me suis installé, on sortait d'années un peu compliquées. Il y avait eu des étés, des printemps plutôt secs. Et nous, avec notre chargement un peu élevé, comme je te disais, on était vraiment en déficit fourrager. Et on n'avait pas pour habitude, les bonnes années, de stocker du fourrage. Donc on a décidé de réduire le troupeau pour avoir un peu plus de revenus provenant des cultures et un peu moins du troupeau. Ça permettait d'être un peu plus souple par rapport aux aléas climatiques. Et puis en cas de gros déficit fourrager, avec moins d'animaux,
c'est quand même plus facile à passer. Oui, parce que tu m'as dit que vous aviez divisé le cheptel par 2, c'est ça? Ouais, ce qui n'a pas empêché la ferme d'avoir des à-coups majeurs. Notamment 2 années de suite, en 2039 et 2040, où il a fait chaud et sec, des vagues de chaleur de plus de 20 jours à plus de 35 degrés. Bon même en étant résilient, ça a été compliqué. Hein. Alors on avait un stock suffisant pour donner à manger aux animaux, mais au milieu de la 2e année, on était vraiment limite. Et on a réduit un peu le chargement en accélérant le renouvellement de certains animaux qu'on a fait partir plus tôt. Ah, parce que vous avez encore réduit le cheptel? Oui, mais là c'était provisoire, c'était juste pour passer les mauvaises années. Et puis heureusement qu'on travaille avec d'autres, notamment grâce au projet Meta, parce qu'on a pu avoir de la ressource qui initialement était prévue pour le méthaniseur et qui a pu être utilisée comme fourrage pour les animaux. Bon, c'était pas le meilleur fourrage qu'on puisse trouver, mais c'était quand même mieux que rien. On était bien contents de l'avoir. Mais sans le séchoir? Sans le séchoir. Mais juste après, il y a eu des années aussi très compliquées, en 2041-42, parce que là, pour le coup, il pleuvait énormément et c'était très difficile de récolter dans ces conditions. Donc on a pu s'en sortir parce que nos sols étaient plutôt en bonne santé par rapport aux autres. Et c'est-à-dire que même s'il pleuvait beaucoup, on pouvait quand même rentrer les machines sur les parcelles. L'eau s'infiltrait quand même mieux qu'ailleurs. Donc on a pu passer ces années très humides, mais par contre avec des performances économiques très dégradées. Oui, du coup c'est à ce moment-là que vous avez investi dans le séchoir. Exactement. En 2044 pour être précis. Et là, on améliore encore l'autonomie de la ferme. Alors du coup, je te pose la question, comment vous avez passé la crise du soja en 2037? Ah, la fameuse crise autour du soja, quand l'Europe et l'Amérique se sont fâchés pour des questions de droits de douane. Alors ça, je sais que du jour au lendemain, le prix du soja a explosé, les importations du Brésil, les États-Unis, tout s'est effondré. Non, ma question, c'est plus comment vous avez fait. Et en fait, ceux qui étaient vraiment dépendants du soja pour l'alimentation animale étaient vraiment coincés. Nous, pour le troupeau bovin-viande, on n'était pas trop exposés. On consomme pas énormément de concentré. Et pour les troupeaux laitiers? On n'a pas été touché directement parce qu'on n'achetait pas de tourteaux de soja importés. En bio, on est plus autonome. C'est le cahier des charges, mais c'est aussi un état d'esprit, ça il faut bien le dire. Donc vous avez été peu impacté, quoi. Ah si, détrompe-toi, si, complètement impacté. On est plus autonome, d'accord, mais n'empêche, tous les marchés sont connectés. Et en bovin lait, on consomme des concentrés, donc des céréales et des oléoprotéagineux. Et il y a eu un effet domino. Alors, on a travaillé à des solutions en autonomie. On avait déjà des protéines avec la luzerne, et on a retravaillé sur des métailles, des cultures associées, le mélange blé-pois, c'est ça. On associe une céréale et une légumineuse graine. Et là, vous vous en êtes sorti, du coup? Effectivement. Notre système n'est pas parfait, et on a subi des à-coups, mais quand même, on est globalement plus résilient. Par exemple, on a vu des voisins qu'on aime bien, mais qui sont restés sur des rotations trop courtes, avec des chargements très élevés de bovin-viande. Pour eux, ça a été très compliqué de maintenir des animaux en bonne santé. Et en fait, ils n'ont pas de marge de manœuvre. La seule marge d'adaptation, c'est de vendre en urgence une grande partie de leur troupeau. Donc ça a été très compliqué pour eux de remonter la pente. Non, nous on est plutôt contents de notre système. Ouais, tant mieux, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Mais je sais, mais franchement, si on regarde les 20 dernières années, on a quand même pu passer toutes les grosses années climatiquement difficiles. D'abord en comptant sur nous, et puis aussi en comptant sur nos voisins, parce que sans le collectif, on n'aurait rien pu faire. Attends, quand tu dis le collectif, avec vos voisins? Non, ou c'est avec la coopérative? Les deux. Les deux, mais même plus encore. Tiens, tout à l'heure on ira voir Manon, et elle va te raconter le GI2E. Elle est juste à côté, là, elle charge le fumier. Moi, si tu veux, en attendant, je peux t'expliquer la gestion foncière de l'exploitation. After 2050, le podcast.